va dire les choses. Alors vous allez me dire en coulisses qu'on respecterait pas le temps. Maud, tu m'as dit qu'on allait casser les codes. Et Nerf de la guerre, c'est un peu une idée que tu as eue. Donc ça me plaît bien d'essayer de casser un peu les codes. Maud, tu m'excuseras. Je vais commencer par présenter Olivier et Régis avec vos fonds finalement. Cantonation Venture, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans l'informatique quantique. Et ils ne sont pas si nombreux que ça, mais peut-être, Olivier, tu nous diras qu'il y en a d'autres. Et puis, Supernova Invest, Vici, qui rassemble CEA et Amundi. Amundi, c'est Crédit Agricole. Vous avez une orientation très deep tech. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous avez 800 millions d'euros d'actifs sous gestion, une centaine d'entreprises en portefeuille. Et puis, le point commun, vous avez tous les deux investi dans le premier tour de table de Maud, 19 millions. C'était en juillet 2023. Voilà, l'introduction était un peu longue. On a intitulé cette table ronde Quantique, nerf de la guerre. Pour les fonds, là, pour les millions que vous avez, je ne vais pas dire à distribuer, à investir, c'est vraiment le nerf de la guerre, le quantique. Honnêtement, l'IA est devant en ce moment, non ? C'est deux technologies qui seront très probablement complémentaires. Effectivement, quand on parle du nerf de la guerre, la première chose, c'est la science. Parce que si Quobly en est là aujourd'hui et si on investit chez Quobly, c'est parce que Quobly est issu d'années et d'années de recherche et d'investissements importants dans les labos du CEA. Donc le nerf de la guerre, c'est d'abord la science, et puis après, pour développer toutes ces sociétés, effectivement, il faut du capital, et c'est là où nous sommes ravis d'intervenir. Régis, c'est même réponse ? Pas tout à fait. Non, ce qui nous a séduit dans Quobly, c'est que Quobly, c'est l'avenir qui se repose sur des acquis, qui se repose sur des savoir-faire et qui est né dans un bassin de la microélectronique qui est très pointu sur toutes ces questions-là. Donc on n'a pas fait qu'un investissement dans le quantique, mais on n'a pas fait 3 non plus. On y est allé progressivement et on va garder cette ligne de conduite. Mais voilà, l'unicité de Quobly, pour nous, c'est là qu'elle est. Mais j'insiste un peu, mais par rapport à l'IA aujourd'hui, on investit plus facilement dans l'IA parce qu'on a plus de dossiers ? Ben non, je crois pas. Enfin, nous, on investit principalement dans 5 domaines qui sont la microélectronique, c'est notre fonds de portefeuille le plus important. J'ai fait à peu près 25 sorties en microélectronique, donc on a beaucoup de recul là-dessus. Mais on investit aussi dans la santé, on investit aussi dans l'industrie et en agri-agro, voilà. Mais je dirais que le quantique n'est pas une nouvelle verticale pour nous, c'est quelque chose qui est sous-jacent et qui se transpose dans tous les domaines, un peu comme l'IA. Quand on compare ces deux technologies, on commet une petite erreur sur la maturité. Les journalistes, voilà, on adore faire des erreurs. L'IA, on en fait depuis au moins 2 décennies à une échelle sérieuse, et puis on commence à trouver des applications grand public aujourd'hui. Le quantique, et puis bon, c'est des dizaines de milliards, voire maintenant des centaines de milliards d'investissements. Le quantique, on est à l'échelle de quelques milliards. 2 milliards d'investissements par les fonds d'investissement dans cette technologie, et ça a commencé réellement en 2018-2019. Donc c'est une technologie qui va compléter celle de l'IA, qui va apporter des choses, mais on en est au début. Maud, tu confirmeras, on en est au début, même si tout à l'heure, ceux qui étaient sur le plateau télé nous ont peut-être entendus. L'année prochaine, Maud nous a dit qu'elle venait sur Tech Fest avec une puce. Ça y est, c'est fait. Alors l'année prochaine, je t'amènerai une puce qui permet de construire les logiciels qui permettent d'exploiter et de programmer l'ordinateur quantique. Et pour rebondir sur l'IA et le quantique, ce ne sont pas nécessairement d'ailleurs, ce n'est pas 2 technologies à opposer. Ce sont 2 technologies qui servent aujourd'hui, si on veut caricaturer un peu des domaines différents. L'IA, ça gère la donnée, le quantique, ça gère le calcul et des calculs spécifiques. Et les 2 technologies peuvent complètement s'aider l'une et l'autre. On parle de IA pour le quantique, où on va utiliser des modèles pour améliorer notre correction d'erreurs. Et on parle de quantique pour l'IA, où aujourd'hui on est en train de regarder, c'est encore des sujets de recherche, si le quantique peut améliorer, pour le faire très court, je simplifie, mais l'efficacité énergétique de l'IA.
On a comme thématique sur Tech Fest 2027, 27, je ne sais pas encore, 25, on a le sens de la tech. Moi, je trouve que quand on dit le quantique, nerf de la guerre, ça résonne finalement avec le sens de la tech. Est-ce que tu es d'accord, Maud, le quantique coche toutes les cases pour le sens de la tech? Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir vraiment le quantique comme toutes les cases, comme toutes les cases du sens de la tech, au sens où on développe une technologie, et la technologie, on a eu beaucoup de débats sur ces 2 jours, les technologies, elles sont, et là c'est pour tous les citoyens que vous êtes et les usagers, elles sont ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait et comment on les utilise. Aujourd'hui, le quantique, il a le potentiel, je l'ai dit, de réduire la consommation énergétique, des calculs qui demandent beaucoup de puissance de calcul en général. Le quantique a le potentiel d'accélérer, par exemple, la mise sur le marché de médicaments en permettant de simuler des réactions chimiques qu'on ne sait pas simuler aujourd'hui. Donc le quantique, potentiellement, a des applications qui font sens pour le citoyen dans un monde qu'on espère plus durable et qui gère mieux les enjeux sociétaux. En revanche, le quantique, il sera bien ce qu'on en fera en tant qu'usager. Toujours ce qu'on en fera. En tant qu'investisseur, le rôle du quantique dans la transition sociétale, environnementale, ça vous intéresse autant que les sorties potentielles que vous allez pouvoir faire quand Kobli explosera? Vous le voyez comme un investissement d'avenir ou un investissement uniquement financier? En fait, les deux vont forcément ensemble. C'est-à-dire que si Maud développe une technologie pour développer la technologie et qu'il n'y a pas d'application et que ces applications ne trouvent pas de résonance dans la société, effectivement, tu mentionnais les applications pour le changement climatique, ça peut être aussi la découverte de nouvelles molécules pour la pharmacie, ça peut être aussi la simulation de nouveaux matériaux pour la transition énergétique. Donc il y a beaucoup d'applications et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas construire des machines pour construire des machines, mais c'est comprendre ce à quoi elles vont servir et si elles servent à rien ou si elles n'apportent pas quelque chose à la société, alors il n'y aura pas de marché et alors on aura du mal à faire de belles sorties. Chez Supernova, la sortie ou la planète? Je résume, je caricature. Vous caricaturez pas complètement en même temps. Non, la sortie, évidemment, c'est la préoccupation parce que c'est le but premier pour lequel nos propres investisseurs nous confient des capitaux et ils sont nombreux. Donc c'est quelque chose qu'on regarde. Mais quand on s'est positionné sur Kobli, on était bien conscient que ce n'était pas non plus un sujet immédiat. On n'allait pas faire un aller-retour en 2 ans. 3 ans peut-être. Non, pas trop d'illusions là-dessus. Un petit coup de pression quand même. Hein. On aime bien faire du long terme. Plus l'an prochain. Non, on aime bien faire des investissements long terme aussi. Donc, mais ce qui nous intéresse dans le sujet du quantique, c'est le franchissement de jalons. C'est-à-dire que la route est quand même longue et cette route, elle est parsemée de jalons qui vont faire la différence. Et je pense que quand on atteint 1 ou 2 de ces jalons, on devient une cible intéressante. Ça veut dire que... Pardon, Maud, tu voulais réagir? Ouais, je voulais continuer sur ton sens du quantique. Dans ce qu'on apprécie, nous, en tant qu'entrepreneurs, alors je reviens au fait que je ne maîtrise pas la manière dont les technologies qu'on développe sont utilisées. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est être incitatif. Et pour donner un exemple de ce que l'écosystème du quantique fait, il y a un workshop qui est organisé autour Park Automation, qui s'appelle le workshop Alain Aspect, qui réfléchit à comment on peut utiliser le quantique pour le climat. Et c'est ce genre d'action qui donne un sens aux technologies qu'on développe pour aller sur des applications, en l'occurrence vertueuses, et de la lutte contre le réchauffement climatique. Sur les fonds aujourd'hui, sur l'IA, je ne sais pas combien il y en a. Sur le quantique, il y a beaucoup de fonds. Au Cantonation, vous êtes un peu un ovni dans les VC? Alors, on a compté à peu près 300 investisseurs, fonds d'investissement, familles, investisseurs qui investissent dans le quantique dans le monde entier, dont Supernova à nos côtés sur certaines sociétés. Alors, nous, on a la particularité d'être un fonds spécialisé. Donc, on a aujourd'hui fait 32 investissements partout dans le monde, dont une majorité en France. Uniquement dans le quantique? Uniquement dans le quantique. Et bon, ça, c'est notre spécificité à nous. Il y a quelques fonds qui commencent à émerger sur cette thématique. Mais bon, quand on voit l'ampleur de la tâche, on sera ravis qu'on ait des camarades qui se créent. Supernova, c'est une deep tech, c'est normal que vous soyez présent sur le quantique? Non, je ne raisonnerai pas comme ça en fait.
on se pose des Je questions. savais que j'allais avoir des questions et il allait me dire c'est pas les bonnes. Non, non, en fait, on investit dans ce qu'on comprend et on comprend ce dans quoi on investit. Si on comprenait rien à Cobly, on n'y serait jamais allé. Voilà. Donc c'est un peu prétentieux peut-être, mais en tout cas, l'équipe qu'on a constituée est une équipe où tout le monde a une expérience double, tout le monde a une véritable compétence dans une verticale et on est en général choisi par nos propres investisseurs, par nos LPs, comme on dit dans notre charabia, par rapport à la pertinence de nos analyses. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille au fond des choses. Voilà. On n'a pas ouvert toutes les verticales, on s'interroge, il y a des sujets qu'on regarde, mais on fait des petits, des petits sauts de puce pour aller sur un nouveau secteur et quand on s'y sent bien, bah après on décide de réitérer. Pour rebondir sur ce que dit Régis, effectivement c'est un secteur qui est assez particulier et nous dans l'équipe on a à peu près 40% de l'effectif qui sont des docteurs en physique quantique et ça c'est nécessaire pour être capable d'analyser les dossiers, pour être capable de dialoguer, discuter avec les startups. Donc on est finalement presque plus des physiciens, ce qui n'est pas mon cas, mais que des banquiers. Et c'est rassurant, Maud, quand on rencontre des fonds qui demain demanderont des comptes, on est d'accord, et de discuter avec quelqu'un qui est physicien et pas que banquier. En fait, c'est nécessaire, hein, parce que l'aventure dans laquelle on part, elle est dans la durée. Et donc, si les fonds ne comprennent pas ce qu'on essaye de faire, le jour où on va avoir un problème, où ça va pas se poser, où va falloir prendre une décision parce que le plan change, parce que le contexte change, et le fait que les gens aient compris ce qu'on essayait de faire, ça donne des conseils qui sont pertinents en fait. On va chercher un conseil d'administration qui réfléchit et qui prend des décisions éclairées, et ça se fait que si on comprend. Maud était d'accord avec moi tout à l'heure, ça coche beaucoup de cases pour le sens de la tech, aussi bien pour Maud que pour vous. C'est facile aujourd'hui du coup de lever des fonds quand on est une boîte du quantique ou quand on est un fonds d'investissement. Il faut quand même aller chercher l'argent quelque part et en disant une de nos thèses ou notre thèse c'est le quantique. Est-ce que l'argent coule à flot? Pourquoi vous me regardez? Ah non, je dirais pas que l'argent coule à flot. Mais en fait, dans ce métier, vous savez, on lève des fonds d'abord sur une thèse, d'abord sur une sorte de marketing, quoi. Une thèse sur laquelle on apporte des preuves par rapport à ce qu'on a fait d'autres, quand on aborde par exemple le quantique. Mais ensuite, une fois qu'on a commencé à faire du quantique, il faut produire des résultats. Il faut rendre de l'argent à nos investisseurs pour qu'ils aient envie d'en remettre au fond d'après. C'est basique, hein, c'est tout à fait humain. C'est normal, les gens eux-mêmes doivent justifier de leur choix. Donc voilà, on suit une trajectoire avec Cobly, on est très satisfait. On se positionne là sur le tour qui vient, mais il faudra qu'on puisse avoir du recul et analyser les choses pour pouvoir effectivement aller rechercher de l'argent, et sans doute pas que chez les mêmes. Ouais, pendant longtemps dans le capital risque, les stars c'était les plateformes de logiciels, les fameuses plateformes en SaaS B2B. Ça c'est super parce qu'on mettait un petit peu d'argent au départ et après on passait à l'échelle rapidement. Et donc finalement il y avait une efficacité importante du capital. On a quelques succès récents dans le monde du hardware qui montrent que finalement il faut aussi des machines pour faire tourner tous ces logiciels. Et donc c'est un peu à l'échelle de ce que Nvidia a pu faire depuis 10-15 ans, on va essayer de répliquer la même chose avec des sociétés comme Cobly. Avant de savoir si Maud t'arrivera à lever, parce que j'ai entendu que ça se préparait peut-être, mais avec j'ai oublié ma question du coup. Non, c'est ça, excusez-moi. Avec un délai peut-être un peu plus long, vous dites aux entreprises dans lesquelles vous investissez dans le quantique, c'est quoi? C'est 5-10 ans? Nous, on a un fonds qui a 10 ans de durée de vie et qui peut être allongé jusqu'à 12. Donc on sait très bien quand on rentre dans une société que c'est pour le long terme. On sait très bien, alors Maud disait le jour où on a des difficultés, en fait on sait très bien quand on développe du hardware qu'il y en aura. La question c'est pas s'il y en aura, c'est quand est-ce qu'il y en aura. Donc c'est long, c'est difficile. Je reprends ce que disait le discours de Nicolas Dufour tout à l'heure. Il y a des vallées de la mort, il y a des passages difficiles et puis on en sort, on trouve des solutions. Donc voilà, c'est ça qu'on explique nous à nos investisseurs. Maud, ça se prépare du coup une deuxième levée de fonds, l'argent coule à flot? Alors non, l'argent ne coule pas à flot.
Quand tu demandes si c'est facile d'aller lever de l'argent, la réponse, elle est non. En fait, c'est un effort de tous les instants. Et on en revient à la question que tu proposais. L'enjeu, c'est que ce qu'on essaye de faire soit compris. Aujourd'hui, chez Copli, on a une approche de construire un ordinateur quantique à grande échelle en s'appuyant sur l'industrie du semi-conducteur. On pense que c'est le seul moyen de construire des ordinateurs quantiques qui pourront offrir la puissance du calcul quantique à toutes les industries. Et ça suppose des jalons technologiques, ça suppose d'identifier des tipping points, des moments où ça va basculer, et que nos investisseurs comprennent bien les différentes phases dans lesquelles on travaille. Ils nous aident aussi à formuler ces différentes phases et à identifier ce qui a de la valeur à un moment donné. Mais du coup, non, c'est pas facile de lever, mais oui, c'est enthousiasmant, oui, il y a des opportunités, mais ça va se chercher, c'est du travail. Alors Alice et Bob, qui étaient sur ce canapé avec toi l'année dernière, viennent d'annoncer 100 millions d'euros. Donc en coulisses, on se disait l'année prochaine, tu seras là pour nous annoncer une aussi belle levée. C'est une levée de fonds, pas pour n'importe quoi, mais pour le passage à l'aisselle, pour l'industrialisation. On dit souvent qu'en France, il y a un peu là une difficulté quand il s'agit, notamment dans les deep tech, mais d'accompagner les entreprises vers cette phase-là. Ça arrivera pour le quantique. C'est vrai que c'est compliqué en France, il y a quand même des choses qui bougent. Comment vous voyez l'industrialisation pour le quantique? Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est pour ça que j'ai créé Supernova en 2017, donc ça fait maintenant 8 ans, et qu'on a levé un fonds de croissance. C'est précisément pour financer cette phase-là. Pas nécessairement dans les sociétés dans lesquelles on était antérieurement, c'est plutôt mal vu par les investisseurs. Donc aussi dans des sociétés nouvelles, les deux sont possibles, mais c'est vrai qu'il y a très peu de fonds qui sont en mesure de se positionner sur des tours de plus de 100 millions d'euros, et il y en a encore moins en France. C'est vrai que BPI a aussi une initiative à ce niveau-là qui est tout à fait utile. Le fonds SPI, on est co-investisseur avec eux dans plusieurs sociétés de notre portefeuille, et surtout c'est ça qui nous a amené à nous internationaliser. Donc les deals dans ces phases-là, on les fait en France, mais on les fait aussi en Europe ou en Israël. Olivier? Oui, en fait, on n'a eu aucune difficulté jusqu'à présent à financer toutes ces sociétés dans le secteur du quantique en phase d'amorçage. Et un truc à noter, c'est qu'il y a quand même plus de startups quantiques qui sont créées en France qu'aux États-Unis. Maintenant, la question, c'est une fois qu'on a besoin de faire des tours de plus de 100 millions, où est-ce qu'on va chercher l'argent? Et là, effectivement, comme le dit Régis, il y a peu d'investisseurs en France et en Europe qui sont capables de faire des chèques de 50 millions pour prendre le lead sur un tour. Maud, ça t'inquiète? Non. On va y arriver et c'est l'objectif d'y arriver. Vous avez peut-être vu dans la presse, cette année, on a quand même obtenu un résultat majeur. On parle d'industrialisation, on parle de passer à l'échelle. Ce qu'on a réussi chez Cobly, c'est ça faisait quelques années, alors depuis la création, mais ça avait commencé avant la création, où on était, en anglais on dit laser focused, c'est-à-dire qu'on était super concentré sur démontrer qu'on pouvait réaliser toutes les opérations nécessaires à faire un ordinateur quantique dans les salles blanches de R&D du LETI en prenant en compte les contraintes de l'industrie de la microélectronique. C'est-à-dire que pour faire les 50 milliards de transistors que vous avez tous dans vos téléphones, c'est d'énormes contraintes. Et ce qu'on sait chez Cobly, c'est qu'on connaît ces contraintes puisque ce sont nos équipes qui ont développé certaines des technologies qui sont dans les téléphones et qui les ont transférées. Donc on s'est servi des salles blanches des salles blanches de R&D du LETI pour faire ces démonstrations de preuves de concept de R&D. L'étape d'après, c'est évidemment pour industrialiser, de passer dans les salles blanches de la microélectronique où on va pouvoir bénéficier de la qualité et de la reproductibilité, du rendement de toute cette industrie du semi-conducteur. Et c'est ce qu'on a annoncé fin décembre, où on a annoncé ce partenariat avec ST Microelectronics qui va produire nos puces et dont nos équipes de R&D collaborent au jour le jour pour transférer ce qu'on a fait dans les salles blanches du LETI dans les usines de production de ST Microelectronics. C'est important quand on est VC de regarder comment
la boîte dans laquelle on investit collabore. Alors, Maud vient de parler de la collaboration avec ST. Il y a aussi cette collaboration avant, évidemment, avec le CEA Leti. Cette collaboration public-privé, puis start-up, grand groupe, c'est des choses qui manquent un peu en France, qu'il faut pousser, ou sur lesquelles on est peut-être très fort. Je vois que vous souriez, Régis. Oui, je souris parce que les startups qui commencent dans les salles blanches du laitier, on en connaît beaucoup. On a financé beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles sortent à un moment donné. C'est quelque chose qui doit se faire progressivement, mais c'est quelque chose qui doit se faire avec, comment dire, beaucoup de volonté. Parce que l'autonomie, le transfert de technologie est crucial. Le CEA, c'est magnifique comme centre de recherche. C'est capable de faire des choses qui sont pré-industrielles, mais c'est pas capable de fournir de façon vraiment solide sur des gros volumes. Donc il faut absolument qu'une start-up se prépare. Et c'est pour ça d'ailleurs que, à l'instar de ce qu'a fait Kobli avec ST, nous, dans tous nos tours de table, il y a pratiquement systématiquement un corporate VC. Pratiquement systématiquement, on met un industriel, que ce soit dans toutes les sociétés, notamment que j'ai financées en microélectronique, IPEDIA, Crocus, Soitec, etc. On a toujours une application d'un industriel parce que ces industriels sont à un moment donné les clients, les fournisseurs, les partenaires de la start-up. Donc vous ne pouvez pas vous en passer. Même lecture finalement. Oui, c'est crucial parce que effectivement, quand on développe une techno, alors parfois on peut recevoir des subventions pour travailler sur cette techno, mais finalement il n'y a rien de mieux qu'avoir un industriel qui va passer une commande pour un prototype avec qui on va développer les specs, les fonctionnalités, on va se donner des objectifs de délai de livraison, de délai de mise en route. Et ça fait avancer la société, la start-up beaucoup plus vite que si elle travaillait toute seule dans son coin. Donc c'est crucial. Et pour rester, moi ce que je trouve génial, c'est qu'en fait il y a quelques concurrents de Kobli dans le monde, ils travaillent tous avec la même fonderie. Donc on peut imaginer quand même que, bon, on ne sait pas si tout est étanche entre tous ces concurrents. Le fait d'être le seul à avoir un partenariat avec une société comme ST fait que ce que développe Kobli avec ST ne sera pas accessible aux autres. Et ça, c'est un vrai avantage concurrentiel. Bon, si tu cherches des investisseurs pour ton tour suivant, il y en a deux, là je te les présenterai, Maud. Là aussi, il y a peut-être, alors je ne compare pas toujours avec les États-Unis, mais souvent on dit qu'aux États-Unis, il y a une adoption qui est plus rapide par les marchés, et ce qui fait que si en France on a des compétences, on a des centres de recherche pour développer des technos, l'adoption se fait peut-être plus facilement de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui fait que les boîtes partent à un moment. Sur le quantique, on va être dans cette logique-là, où vous allez vous battre pour que non, où cette logique-là n'est pas forcément toujours celle-là. Je vais encore répondre le premier. Non, mais je le fais volontiers. J'en sais rien. On verra bien. En microélectronique, c'est pas systématiquement vrai. En microélectronique, c'est surtout l'Asie qui adopte vite les choses. Après, ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes personnes, les bons relais pour aller pénétrer ces marchés-là et surfer sur des vagues qui montent. Encore une fois, on n'a pas découvert le hardware avec le quantique. Donc désolé, mais encore une fois, on avait fait plus d'une vingtaine de deals en microélec avant, donc on connaît ça par cœur. C'est un domaine dans lequel il y a des phases de plateau qui sont très longues, pendant lesquelles les clients vont qualifier les technologies, et une fois qu'elles sont qualifiées, les commandes tombent et elles tombent en volume. On a été actionnaire d'une belle histoire qui s'appelle Crocus, qui a été une histoire extrêmement pénible, pour toutes sortes de raisons. Je n'hésite pas à le dire, hein, tout le monde le sait, il a fallu beaucoup d'argent. Mais on a cédé l'entreprise à 450 millions d'euros à Allegro à la sortie. Et elle avait un beau chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, c'est 0, 0, 0, 10, 20, 100. Olivier. Ouais, tu parles d'adoption, donc ça veut dire en fait qui utilise ces technologies. Et je crois que là, pour le coup, en Europe, je ne pense pas qu'on soit en retard par rapport aux autres continents, en particulier aux États-Unis. Il y a des boîtes, par exemple, comme Crédit Agricole, qui ont un programme précurseur en matière de quantique. Ils ont testé des machines, ils ont une quinzaine de personnes dans leur organisation qui sont capables de commencer à utiliser, développer des algorithmes, et ça tourne.
Et bon, on peut les positionner en termes de maturité sur leur voyage dans le quantique au même niveau que des sociétés comme Wells Fargo ou JP Morgan. Et on voit la même chose avec des industriels comme Airbus, comme Bosch, comme BMW. Donc je ne pense pas qu'en termes d'adoption et d'intérêt pour la technologie, on puisse parler de retard en France et en Europe. Bonne nouvelle. Moi, je suis complètement en ligne avec Olivier sur le quantique. En fait, derrière nous, boîte de hardware, on va vendre nos machines à 4 types de clients. On va vendre des machines, in fine, c'est du temps de calcul que les utilisateurs finaux apprécieront. Mais nous, boîte de hardware, on va vendre soit directement à ces utilisateurs finaux, soit on va vendre aux acteurs du cloud qui mettent à disposition les machines, les Google, AWS, OVH en France, soit on vend aux gens qui fabriquent les systèmes de calcul à haute performance, Atos, Fujitsu, soit on vend aux centres de calcul les High Performance Computing Centers, GENCI en France. Et aujourd'hui, en Europe, on a vraiment au niveau des end users, des gens, des utilisateurs qui vont chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec le calcul. Il y a une énorme mobilisation. Olivier citait Bosch, BMW, on peut rajouter Airbus, on peut rajouter Total, on peut rajouter EDF, qui se posent les questions sur les endroits où aujourd'hui, où ils sont limités, qu'est-ce que le calcul quantique leur permet de résoudre comme problème. Et c'est ces utilisateurs finaux qui reviendront ensuite vers les autres clients à qui on pourra vendre les machines. Régis, vous voulez réagir? Oui, je pense qu'il y a une notoriété publique que les plus gros consommateurs de calcul intensif, finalement, c'est la finance. Et là où on s'arrache les mathématiciens français, c'est dans la finance, dans les salles de marché. Voilà. Mais là où les Français vont travailler, en général, c'est à Londres. Et on peut discuter du sens du mot Europe dans ce contexte-là. Voilà, je ne fais pas de politique, moi. Mais bon, toujours est-il qu'il y a quand même une vraie compétence européenne dans ce domaine. Et le quantique, ça suivra forcément, j'en suis convaincu, la même trace. Alors, vous parlez de trace, il nous reste 1 minute 30. Et je ne sais pas qui va commencer, mais si on fait un peu de prospection, dans 10 ans, le quantique, vous le voyez où? Alors, peut-être les financeurs pour commencer, et après Maud. On parlait de maturité de ces technologies. On en est à un stade où, en gros, on est en train de se dire, dans les 24 prochains mois, on va commencer à démontrer qu'on est capable de traiter certains problèmes industriels mieux avec des machines quantiques qu'avec des machines classiques. Ça va encore, on n'y est pas tout à fait, on y est sur des problèmes théoriques mais qui n'ont pas d'intérêt pour l'industrie, mais d'ici 24-36 mois peut-être qu'on va y arriver. L'étape d'après, c'est le passage à l'échelle, c'est ce que disait Maud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 65 ordinateurs quantiques qui existent dans le monde et qui sont déployés et qui font des calculs. Pour qu'on puisse l'utiliser dans un environnement industriel, pour qu'une boîte comme Total puisse l'utiliser, CMA, CGM, tous les jours dans ses process, il en faudra des centaines et des milliers. Et ça, c'est plutôt un horizon de 5 à 10 ans. Régis? Vous savez bien que pour faire l'informatique, il ne suffit pas de faire le hardware, il faut faire le soft aussi. Il faut faire des systèmes d'exploitation, il faut faire des librairies logicielles, il faut faire des routines, etc. Donc, il y aura besoin de ça. Voilà, je pense pour que le quantique puisse vraiment sortir du prototype, entre guillemets, et être utilisé de façon intensive, il faudra que le développement logiciel accélère. D'ici 10 ans, oui ou non, c'est possible? Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Maud, dans 10 ans? Moi, je vois une super accélération, que ce soit sur le plan du hardware ou sur le plan du logiciel, comme le dit Régis. Il y a quasiment tous les 6 mois, il y a un événement majeur, un jalon qui tombe. On a eu la puce Willow en décembre avec Google qui a démontré qu'ils étaient capables de faire un qubit logique dans des qubits supraconducteurs, ce qui est un super message pour nous. Ça rallie à la fois le logiciel et le hardware. Nous, on arrive derrière pour le faire à l'échelle. Et ce qui a vraiment changé et qui accélère, c'est que maintenant, on parle de technologie quantique, c'est-à-dire qu'on a à la fois des physiciens du quantique, mais on a aussi tout un ensemble d'ingénieurs et de compétences qui sont là pour accélérer et pour industrialiser. Et c'est ce qu'on est en train de vivre à l'échelle. Donc, dans 10 ans, on fera des calculs quantiques. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Merci Olivier, merci Régis, merci Maud. On n'a pas eu le temps de parler formation, Maud. Oui, vous pouvez applaudir Maud. On n'a pas eu le temps de parler formation. Et Maud, Olivier et Régis, pardon. On n'a pas eu le temps de parler formation, mais Quobly, vous êtes sur le job dating. Quobly recrute, il y a besoin de talent aussi. Il y a beaucoup de jeunes peut-être qui nous écoutent. Le quantique, c'est les emplois d'aujourd'hui et de demain.
Exactement. Et on a aussi les maisons du quantique sur lesquelles vous pouvez avoir un aperçu sur le stand de l'UGA qui mettent en toute l'animation de l'écosystème quantique. Il y a 5 maisons du quantique en France. On a la chance d'en avoir une à Grenoble qui est animée autour du CEA, du CNRS, de l'UGA, de l'INP et de l'INRIA. Donc allez sur le stand de l'UGA pour avoir les informations.